là maintenant on est dans le bon, puisqu'on va parler cette fois-ci de Doctor Strange, de Scott Derrickson. Cette fois-ci, quand je vous avais dit, si un jour vous allez dans ma page Facebook, j'ai toujours su que Doctor Strange serait le meilleur Marvel Studio de cette année. Et c'est le cas. C'est bien entendu le cas. Après, il y a des problèmes toujours. Ce qui fait que pour moi, même le 90%, les 80% qu'il a eu, enfin, c'est pas vraiment si mérité que ça. Tout comme le 90% de Civil War, mais bon. À ce stade, voilà. Pour Doctor Strange, alors. Pour commencer sur le positif, les acteurs jouent extrêmement bien. Surtout Benedict Cumberbatch dans le rôle titre, qui est le profil parfait pour Doctor Strange. Ensuite, les effets spéciaux, là pour le coup, là on est tous d'accord, c'est vraiment une claque en termes d'effets spéciaux. Niveau mise en scène, Scott Derrickson, il y a une petite patte à la première partie, dans la deuxième partie par contre, c'est beaucoup plus conventionnel. Et c'est un peu la même chose pour le scénar. La première partie est super, très intrigante, très intéressante. La deuxième partie, par contre, c'est principalement le côté divertissant. Et là, on voit un peu que en fait, Marvel Studios, il a un petit peu coupé les fils, en fait. Il a bien commencé, puis après, voilà. Parce que pour moi, je trouve que même Doctor Strange, il n'a pas spécialement besoin de grosses scènes d'action de ouf, on peut dire. Parce qu'il y a aussi un OAV qui s'appelle Doctor Strange également, qui est un film d'animation. Et qui, même là, bon, il y avait aussi des scènes d'action, mais c'était des scènes d'action qui mélangeaient beaucoup la magie. C'était un peu des scènes d'action, presque à la Harry Potter, si on veut. Là, pour le coup, ben, c'est des scènes d'action qui restent beaucoup dans le côté Marvel Studios classique. Et voilà, enfin, pour moi, voilà, il y a aussi l'humour qui est pour moi reste sympa, mais voilà, enfin, moi j'ai l'impression qu'en fait que c'est autant ça marchait avant, mais maintenant ça commence un petit peu à être redondant. Voilà, enfin. Mais aussi le dernier problème que j'ai avec ce film, c'est le méchant joué par Matt Mikkelsen. Alors, Matt Mikkelsen, c'est un très bon acteur, il n'y a rien à dire, mais il est sous-exploité. C'est dommage, c'est quand même. Je suis pas sûr que si on l'avait laissé vraiment jouer le personnage comme il le fallait, ben, il nous aurait donné un putain de jeu d'acteur de malade. Et aussi que en termes scénaristiques, le méchant il aurait pu être plus que juste un méchant qui dit bon allez je vais juste détruire le monde parce que ce monde ne me convient pas. Allez. Voilà, enfin, à un moment donné, j'ai envie de dire, je sais que tous les méchants, je sais que les méchants possibles, on les a presque tous faits, mais quand même, quoi. Mais bon, et quand j'entends les gens qui parlent que le combat final fait penser au combat final de Undertale avec Mega Floyd, ben, je suis désolé, mais même le combat final contre Mega Floyd dans Undertale est 1000 fois plus créatif, 1000 fois plus épique et 1000 fois plus intéressant que le combat final de Doctor Strange. Car je suis désolé, mais moi je trouve que le combat final de Doctor Strange est tout sauf le combat final de Undertale contre Mega Floyd. Et aussi, ben, malgré le fait qu'il utilise bien cette idée du voyage des dimensions avec la magie, tout ça, enfin, voilà, enfin, voilà, mais bon. Après, voilà, enfin, malgré que je termine sur une fausse note, je trouve quand même que Doctor Strange est beaucoup mieux, je le considère beaucoup mieux que Civil War dans mes goûts. Mais voilà, enfin, il y a quand même un que j'ai trouvé mieux et qui a été le plus écrié cette année. Mais le fait qu'il soit bien mieux que Doctor Strange, c'est grâce à sa version longue.
Vous l'avez tous deviné. Batman v Superman et aussi l'Ultimate Edition. C'est également mon premier Blu-ray. Enfin, j'essaierai d'en acheter un peu plus pour essayer de voir. Enfin, de manière générale, j'ai beaucoup aimé Batman v Superman, la version cinéma comme la version longue. Là, même le gros problème de la version cinéma, je vous le dis tout de suite, c'est que c'est vraiment, t'as l'impression qu'il manque des choses. Ce qui a beaucoup handicapé le film. Puis, également, bon, t'as Lex Luthor qui est le bouffon vert. Voilà, enfin, je vais pas non plus essayer de faire long comme j'ai pu faire dans la critique, il durait plus d'1 heure. Mais Lex Luthor dans ce film, beaucoup le considèrent comme le Joker, moi je dis le bouffon vert, tout simplement. Mais dans l'Ultimate Edition, je trouve que ça corrige une grande majorité des problèmes du film. C'est quand même une bonne chose. Et même pour Lex Luthor, je trouve qu'il est légèrement beaucoup mieux dans la version longue que dans la version cinéma. En fait, dans la version cinéma, il est plus. T'as vraiment l'impression qu'il est plus représenté comme le petit gosse cartoonesque, comme ça. Mais ici, il est toujours un peu cartoonesque, mais d'un autre côté, on voit qu'il cache quand même quelque chose. Là, pour le coup, je suis désolé, là, pour le coup, dans ce film, c'est vraiment le méchant qui a gagné, quoi. Enfin, gagné, mais également perdu, quoi. Car, je suis désolé, mais c'est lui qui a manipulé carrément tout le monde, quoi, je veux dire. Là où Zemo dans Civil War, je suis désolé, mais tous les actions qu'il a fait sont futiles, tellement le personnage, il est insignifiant. Et peu intéressant et inutile dans l'arc de Civil War. Il aurait... Dans Black Panther à la limite, mais là non. Et même le combat final contre Doomsday, elle reste toujours aussi épique. Beaucoup d'effets spéciaux, mais je trouve que ça reste quand même vachement plus épique qu'on pensait. J'ai entendu dire que la performance capture sur Doomsday était moche. Je suis désolé, mais déjà, vous dites quelque chose de moche sur un personnage qui est déjà moche. Donc, je veux dire, voilà, c'est comme si vous me dites que les trolls et les orques dans le Seigneur des Anneaux ou dans Warcraft, ils étaient moches. C'est fait pour, parce qu'ils sont moches. Donc voilà. Après, il y a toujours le petit problème de Wonder Woman anecdotique. Et des petits clins d'œil comme ça, et le Flash qui arrive, mais bon. Mais bon, voilà, enfin. Moi, ce qui m'a beaucoup plus surpris dans ce film, c'est vraiment cette distinction par rapport aux autres films super-héros. Il y a des scènes d'action, oui, mais ça n'en fait pas moins quelqu'un qui a des idées sur la religion, sur les thématiques, sur l'existence de super-héros, tout ça, qui m'ont transporté. Mais malgré ça, ce n'est pas le film de super-héros de cette année. Non, car le film super-héros de cette année, ce n'est nul d'autre que... Students anymore. You're X-Men. Everything they built will fall. Alors oui, désolé de changer la caméra de place, mais elle n'avait plus de batterie alors. Donc voilà, enfin vous comprendrez. Donc,
Pour moi, le meilleur film de super-héros cette année, vous l'avez deviné, X-Men Apocalypse de Bryan Singer. Voilà, c'est le film, un film complet, un film qui maîtrise bien ses idées et qui est très reflet sur l'actualité et même aussi avec ce qui s'est passé à l'élection américaine. Je trouve que pour moi, Apocalypse représente assez bien le nouveau président américain. Donc voilà, enfin, pour vous dire assez rapidement, les acteurs super, rien à dire. Même Oscar Isaac qui joue le rôle d'Apocalypse, c'est vraiment lui qui capture l'écran. Et je suis désolé, mais je préfère cet Apocalypse que celui qu'on a eu dans le dessin animé ou même dans le comics, parce que voilà, en fait j'ai pas grandi avec la série animée X-Men. Je connaissais le générique, mais je ne connaissais pas, j'ai pas vu l'animé quoi. Enfin, par contre, je savais qu'il y avait Apocalypse dedans, parce que l'un des rares épisodes que j'ai vu, il y avait Apocalypse dedans. Enfin, pour vous dire, autant l'acteur qui jouait Apocalypse dans le film d'animation, il jouait bien, mais autant les designs du personnage, son charisme, je suis désolé, mais pour moi, la version animée, mais c'est une caricature grossière d'un antagoniste. Encore plus que Zod dans Man of Steel. Parce que oui, j'ai même entendu des gens qui disaient que le Zod de Man of Steel était une caricature de méchant. Mais je suis désolé, si pour vous Zod c'est une caricature de Man of Steel, alors j'ose pas dire qu'est-ce que vous allez dire, j'ose même pas imaginer ce que vous direz sur le méchant de Doctor Strange. Hein. Bon. Mais sinon, les effets spéciaux alors, ça reste toujours assez bien foutu de manière générale. Bien sûr, parlons des scènes préférées avec Quicksilver, même si qui est celle de l'explosion dans la maison. Mais encore une fois, c'est vrai que par rapport à Days of Future Past, ça fait un peu redondant. Mais bon. Aussi, j'aimerais aussi parler un peu des couleurs, vu que par rapport à d'autres films super-héros, surtout par rapport à Civil War et Deadpool aussi, le X-Men Apocalypse, c'est celui qui a le plus de couleurs pour un film super-héros. Hein, et voilà, enfin, mais c'est surtout aussi du haut lieu aussi également. Enfin, c'est normal, c'est un petit peu normal. C'est celui où il y a le plus de lieux. Là où dans Batman v Superman, c'est plus dans Metropolis et Gotham City. Civil War, c'est c'est plus dans les villes un petit peu comme ça. Mais sinon, voilà. La photographie reste quand même assez pauvre du côté Civil War. Quant à Batman v Superman, il y a des moments la photographie marche, des moments non. Là pour X-Men Apocalypse, c'est une photographie qui fonctionne très bien. Et on peut pas dire. Après la grosse déception que j'ai eue sur ce film, c'est par exemple Angel, qui est toujours une sous-merde. Bon, je suis désolé, mais Angel, dans le 3, il ne servait à rien, mais là dans Apocalypse, il sert à quelque chose, mais il se fait tuer comme une merde. Voilà. Et, apparemment, ce personnage est voué à être une merde, apparemment. Et également aussi que le final, bon, on fait beaucoup penser à d'autres finales venant d'un film sur héros, mais bon, ça, à la limite, on en est habitué. Donc, X-Men Apocalypse, c'est le meilleur film super-héros de cette année. Très intelligent, assez justif aussi, et aussi très bien exploité. C'est sûr que pour beaucoup, vous avez cru attendre que j'allais défoncer encore plus Civil War, encore plus Batman et Superman, encore plus Suicide Squad, ou même le peu qui veulent que je descende Deadpool, ou alors encore ce film. Mais que nenni, vu que j'ai vu deux films, l'un au cinéma et l'autre en streaming, mais ces deux-là sont encore pires que tous les films que je viens de vous dire en ce moment. Ça veut dire de Captain America Civil War jusqu'à X-Men Apocalypse. On commence directement par le premier et c'est produit par Michael Bay.
Light 'em up. I don't know if this is such a good plan. Double getting soft on me now. Oh, this is awesome! Yes, 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 yes! Is he coming in kind of fast? That went well. Super, on te pond un certain plaisir coupable, mais après, comme suite, on te pond une grosse merde. Ninja Turtles 2 Out of Shadows, ou Hors des Ombres, qui fait beaucoup penser à un jeu de merde aussi sur les Tortues Ninja, mais bon. En gros, voilà, enfin, Ninja Turtles 2, si on veut, ben. Ce film, bon, j'attendais quand même un petit peu, vu que. Voilà, enfin, j'avais plutôt apprécié le premier, en tant que plaisir coupable, voilà. Enfin, c'était con, très con, mais le plaisir était au rendez-vous pour moi. Mais bon, enfin. Autant vous dire tout de suite, bon. Les qualités du film, bon, il y en a quelques-unes. Les effets spéciaux, par exemple, bon. Les spéciaux de manière générale, je trouve que. Elles sont beaucoup mieux, comment dire, intégrées au décor et à l'image que dans le premier volet, où c'était vraiment. Le premier volet, c'était. Extreme Closer. Et la lumière de dehors commence à se baisser. Bon, soit. Aussi comme autre qualité de ce Ninja Turtles 2, c'est quand par exemple certains acteurs qui s'en sortent pas trop mal, enfin que ce soit ceux qui jouent les tortues, Casey Jones, bon, c'est l'acteur qui joue dans Arrow, voilà, enfin, mais bon, c'est sûr que par rapport à Arrow, je trouve que ça passe un peu mieux, même si, voilà, enfin, c'est pas un excellent acteur, je trouve, enfin, selon moi. Megan Fox, ben, elle fait du Megan Fox, voilà, faut pas chercher. Également aussi Shredder, qui tout ce qu'il fait, ben, c'est bouder, enfin, du moins l'acteur qui joue Shredder. Je trouve je le trouve un peu plus faiblard que dans le premier, en fait. Dans le premier, ok, il faisait très Transformers, mais voilà, il avait une prestance. Mais là, j'ai l'impression qu'il a perdu en charisme et en posture après. Il a beau avoir une voix classe en VO comme en VF, mais le personnage, je trouve que j'ai l'impression qu'il ne sert pas à grand chose, en fait. Ok, il crée Bebop et Rocksteady, mais sinon, de manière générale, il ne fait presque rien, quoi, je veux dire. Et même au moment où il met son casque, tout ça, c'est pour se faire congeler en 2 secondes par Krang. Ça a servi à quoi de le mettre, au final? Non, mais bon, enfin... Et aussi, comme autre qualité que j'ai oublié de dire, c'est la mise en scène de Dave Green, qui, par rapport à Jonathan Lee Boseman, il a une meilleure mise en scène, mais plus en valeur les personnages, arrive un peu à faire vivre l'espace. Mais c'est là qu'on va arriver au gros problème du film. C'est un rythme qui est complètement décousu, et aussi que la mise en scène est extrêmement bancale. Il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de recherche de esthétique, rien. C'est... Même s'il y avait Michael Bay derrière, Dave Green aurait pu faire quelque chose. Bon. Je sais que Dave Green, c'est juste un débutant. Il a fait que Echo to Earth, en gros, qui était un clone de E.T., mais qui était plutôt sympathique, mais ça restait un clone de E.T. Ici, pour le coup, c'est ce qu'on passait du found footage à un blockbuster, ben, déjà, il faut bien se loger. Mais là, j'ai l'impression que Dave Green a voulu un peu trop mis de côté le côté purement épique et bourrin du premier volet. Ce qui est vraiment dommage, vu que c'était la grande force du premier volet, quand même. Et ce, malgré que le scénario était complètement con. Là, pour le coup, on a droit à un scénario qui non seulement... Non, est un peu con aussi, mais il ne représente rien d'épique. Autant la scène qui était la plus vendue, à savoir la scène
de l'avion, à savoir la scène où les tortues vont d'un avion à l'autre, ou alors ou même le combat entre les tortues contre Bebop et Rocksteady, bah, qui est quand même qui dans l'abondance s'avère presque épique comme ça, mais au final c'est pas si extraordinaire que ça. C'est limite si j'ai même pas vu ça dans d'autres films d'action, et ça fait chier quoi. Ça me fait chier que dans un film d'action on fasse penser à d'autres films d'action qui ont fait ce même genre de scène quoi. Et surtout, même au niveau de l'épique, c'est même pas épique du tout. Je suis désolé, mais c'est limite, c'est anticlimatique comme film. Même le climax, il est pauvre quoi. Et la grande exemple, c'est la bataille finale, hein, le combat contre Krang. Parce que autant quand il bat Krang, ok, ça pourrait être, si tu avais mis ça que pour le climax, j'aurais dit ok. Mais le problème, c'est que le gros climax, c'est sur le Technodrome. Et quand ils essaient de faire partir le Technodrome, mais ils le font partir d'un truc tellement vite que... Donc voilà, enfin, quand ils ont battu Krang, on montrait que Krang, ben, voilà, il sourissait. On se dit, ah, ouais, le Technodrome, il va montrer toute sa puissance, il va... Même s'il détruit pas carrément la ville, au moins qu'il détruit assez de bâtiments pour montrer sa puissance. Eh ben non. On gâche tout par une scène bâclée où on décide de renvoyer la balise qui permet de mettre le Technodrome en place dans la dimension X avec Krang. Et pour Krang dit après, je vous retrouverai les tortues. Voilà. Je dirais même que Ninja Turtles encule plus les enfants que Ratchet & Clank, hein, je suis désolé. Ratchet & Clank c'était peut-être pas développé, c'était peut-être pas extraordinaire, c'était bancal, mais il prenait encore... Mais au moins ça restait sympathique à regarder. Mais là, désolé, ce Ninja Turtles, c'est vide. C'est vide, il n'y a rien, c'est tout. Voilà, enfin, Ninja Turtles 2 à éviter. Mais à éviter tout de suite. Et même pour plus tard, à éviter quand même. Et pourtant, c'est même pas le pire film super-héros de cette année que j'ai vu. Et celui-ci, je l'ai vu en streaming et il n'est même pas sorti en Europe. So much faster! Your father believed he could save the world. It's up to you now, Max. Steel now! Go turbo! Max Steel. Qui attendait ce film déjà? Parce que, ouais, enfin... Déjà, j'ai beaucoup de problèmes avec ce film. Bon, que ce soit une origin story, c'est une chose, voilà, enfin... Pourquoi pas? On a eu aussi un origin story sur les Super Nana où ça s'inspirait que de générique début, mais... Bon, admettons. Bon, ce que je sais sur Max Steel, c'est que Max Steel, en fait, de 1, ben, c'est adapté d'une ligne de jouets, enfin, je ne savais pas, et qui a eu droit à plusieurs adaptations en série animée. Le truc, c'est que, pour dire un peu sur les quelques qualités du film, enfin, si on trouve, c'est assez difficile, quoi. Il y a certains effets spéciaux comme ça, enfin, il y a certains effets spéciaux qui vont bien à l'écran, mais d'autres un peu moins. T'as une scène de combat en chorégraphie qui passe, mais qui, voilà, enfin, ça s'oublie assez vite. Et je crois que c'est tout. Non, parce que j'ai pas beaucoup aimé mais j'ai la bonne majorité des aspects du film, ben, c'est juste... En fait, le problème que j'ai avec ce film, en fait, c'est que c'est que c'est limite chiant. C'est limite chiant. À la limite qu'il n'y a pas grand chose, mais qu'il y a quelque chose derrière, mais ici il ne se passe rien.
dans Max Steel, il ne se passe rien. Il n'y a que les 2 scènes d'action, et ces 2 pauvres scènes d'action, elles ne sont même pas épiques. T'en as juste une où il affronte un méchant sous forme d'ombre. Max Steel lui fait juste un rayon qui sort de son torse à la Iron Man, et voilà. Et quant au combat final, ben, c'est contre un méchant qui, on ne sait pas comment, pourquoi, comment, ils savent qu'il y a des extraterrestres là, ben, je sais pas, mais... Ensuite, on va parler de Steel, qui est le personnage, enfin... Bon, pour Max, je trouve que, bon... C'est un personnage qui aurait pu être intéressant, sauf fait qu'il est un comparse venant d'ailleurs. Mais ça n'a rien. Steel, ben, c'est un comic relief, voilà. Et même leur amitié, ben, ça va aussi vite qu'un épisode de Totally Spies, tellement c'est magnifique. Et aussi la mise en scène, c'est digne d'un mauvais fan de film. T'as tellement peu de recherche dans cette mise en scène. Mais sincèrement, je vous dis, enfin, Max, je sais que, enfin, je dis pas que Max Steel, même dans la finalisation, il y avait une grosse recherche, mais quand même, quoi, je veux dire, un minimum, parce que là, ça se voit trop, ça se voit même trop que vous essayez pas de donner quelque chose dans ta mise en scène. Et en plus, si le scénario est chiant et extrêmement vocal et n'apporte pas peu de choses, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Bon, voilà, Max Steel, c'est littéralement l'un des pires films de cette année, le pire film de super-héros de cette année. C'est à déconseiller brimement. Je l'ai vu en streaming, en version originale, et je crois que je ne vais pas me permettre de le revoir pour la VF. What will you become? Un film que j'ai laissé un peu suspens, Rogue One, Star Wars, donc, réalisé par Gareth Edwards, réalisateur du très décevant Godzilla, mais un Godzilla qui était quand même beau visuellement, avec un Godzilla extrêmement fort et un souffle atomique dans ta gueule bien badass. Mais voilà, enfin, je l'ai quand même trouvé décevant. Bon, ça c'est pour Godzilla. Pour Rogue One, donc. Rogue One, c'est un bon Star Wars. Rien à dire. Après, dire que c'est meilleur que le 7, ça dépend, vu que j'ai quand même aimé le Star Wars 7 aussi. Pour Rogue One, alors, enfin, déjà, l'utilité de faire un événement qui se passe entre le 3 et le 4, à savoir s'adresser sur le groupe, cette intervention suicide qui est là pour récupérer les plans de l'étoile noire face à l'Empire et Dark Vador. Dark Vador qui n'a que 2 scènes, c'est un peu décevant. Et vu le Dark Vador qu'on a montré dans le film, c'est là pour le coup, il devait vraiment plus le montrer et je pense même qu'il aurait dû être carrément le méchant du film s'il le fallait. Ouais, enfin, moi c'est vraiment le gros point décevant de tout le film, c'est le manque de présence de Dark Vador. Et pourtant voilà, le film il partait un peu mal à cause des actualités sur les reshoots, sur les remontages, tout ça. Mais finalement quand on voit le film, ben on voit quand même que ça reste quand même très bien conservé, l'identité de Gareth Edwards. Ici on a vraiment une représentation d'un film de guerre à la Star Wars bien assez présent. Et je comprends pas pourquoi Disney ne voulait pas. À croire que peut-être qu'ils refusent des trucs nouveaux. Mais bon, enfin, pour moi, voilà, enfin, Star Wars Rogue One, un excellent Star Wars. J'ai oublié de dire que les acteurs étaient excellents, les effets spéciaux génialissimes. La mise en scène qui est beaucoup mieux trouvée que vieille, je trouve. Et que dans Godzilla, même si Godzilla, bon, il avait quand même cette idée de montrer le spectaculaire par la mise en scène. Mais bon, sinon, Rogue One, c'est excellent, il n'y a rien à dire. Enfin si, il y avait des choses à dire quand même. Ils sont 7, ils
il protège les gens. Et on va donc parler des 7 samouraïs, non, les 7 mercenaires de Antoine Fuqua. Ça se dit comme ça. Réalisateur donc de Equalizer, mais aussi également de la chute de la Maison Blanche. Et qui est le remake américain des 7 samouraïs de Akira Kurosawa, donc qui est les 7 samouraïs de James Wood, je pense, dans les années 60. Cette version qu'on a là des 7 mercenaires, j'ai toujours en tête les 7 samouraïs. Enfin, les 7 mercenaires, cette version-là, avec Chris Pratt, encore lui, et également, mais sans oublier Denzel Washington, c'est une version blockbuster du classique des années 60. Mais une version blockbuster qui fait bien son taf de blockbuster, enfin, toujours mieux que Ninja Turtles 2, c'est qui est déjà ça. Après, le gros problème du film, c'est que ça ne se limite qu'à un simple blockbuster, ce qui est un peu dommage. Surtout que le thématique des 7 mercenaires, qui est très semblable avec celle des 7 samouraïs, à savoir en fait que les samouraïs et les 7 mercenaires, ils sont là pour aider les gens, et qu'au final, c'est plus les gens autour d'eux qui vont finir par être les vrais vainqueurs d'histoire. Ici, il y a ça, mais c'est plus dans le quota du blockbuster classique. La mise en scène d'Antoine Fuqua est efficace pour ce blockbuster. Les acteurs sont convaincants, surtout pour les 7 mercenaires. Les effets spéciaux, il y a du bon. Mais après, je pourrais pas vraiment dire que c'est du western, vu que pour moi, le genre de western, c'est devenu maintenant un effet de style, on peut dire maintenant. Maintenant, on peut parler de films d'action dans le contexte du western. Donc voilà, les 7 mercenaires, c'est fun, c'est très jouissif, mais malheureusement, ce n'est que ça. Et c'est un peu dommage. We have 36 American lives to save. Et qui dit scène d'action dit Michael Bay, vu que on va parler de 33 Hours de Michael Bay, donc qui relate apparemment d'un événement dans lequel des soldats américains ont dû se protéger contre une armée, les Arabes j'imagine. Je suis désolé mais j'imagine c'est ça quoi, parce que la plupart des interventions américaines que j'ai entendues à la télé, c'était dans des pays arabes, donc soit. On va pas entrer dans un débat parce que voilà. Alors, 13 Hours, c'est un blockbuster plutôt convaincant, voire même mieux qu'un Transformers, mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas si compliqué que ça, j'ai envie de dire. Ici, le Michael Bay, il a décidé de montrer ses militaires comme étant des humains qui essayent de survivre. Normal. Mais bien entendu, ça reste quand même un film de Michael Bay. Ça veut dire des explosions, une caméra très digne d'un film d'action, beaucoup d'effets spéciaux aussi. Les acteurs qui, la plupart, certains jouent bien, d'autres surjouent un peu. Et également une réalisation clipesque. C'est typique de Michael Bay, mais un film de Michael Bay qui fait bien son taf. Mais il faut dire qu'il y en a assez peu quand même, parce que ceux dans lesquels font bien son boulot, c'est par exemple The Rock, le film The Rock, avec Nicolas Cage et Sean Connery, ou encore le premier Bad Boys, parce que Bad Boys 2 était déjà dans la mouvance de ce que faisait Michael Bay dans les Transformers. Il y avait aussi Transformers 3, un petit peu quand même, surtout en partie, parce qu'encore il y a quand même des parties dans Transformers 3 qui c'était vraiment d'un Michael Bay classique, et ou encore aussi Pain and Gain qui était bien, qui lui aussi représentait assez bien. Mais voilà, 13 Hours, c'est pas vraiment le meilleur de Michael Bay, vu que ça reste toujours du Michael Bay, mais voilà, ça reste un blockbuster plutôt efficace de manière générale. Et pour Michael Bay, on ne demande que ça apparemment.
Ride Along 2 de Team Story, responsable de ce diptyque extrêmement merdique des 4 Fantastiques, et aussi du remake inutile et totalement pourri de Taxi, avec Ice Cube et également Kevin Hart. Alors, pour parler de ce film, alors déjà que j'étais pas extrêmement fan de Ride Along premier du nom, alors celui-là, il me disait rien. Non, vraiment rien. J'ai vu le film, bon, ça se regarde, mais voilà, c'est pas génialissime du tout non plus. Enfin, les acteurs, ben, voilà, enfin, ils jouent leur rôle, tout simplement. La mise en scène de Team Story, elle est pas inventive, voilà, enfin, elle est efficace dans les scènes d'action, mais ça s'arrête là. Parce qu'après, dans les scènes beaucoup plus posées, ben, il n'y a rien. C'est limite du vide. Niveau de l'humour, alors, l'humour passe, enfin, pour la plupart des blagues. Les effets spéciaux, enfin, pour le peu qu'il y a, ça va aussi, c'est plutôt pas mal, mais bon, voilà, enfin, Ride Along 2, voilà, enfin, j'ai pas passé un mauvais moment, mais voilà, j'étais pas vraiment non plus extatique devant aussi, donc, voilà, enfin, Ride Along 2, c'est extrêmement oubliable. Et pourtant, Kevin Hart a été avec Dwayne Johnson. Vous voulez... Attendez, la question que vous dites c'est quoi dit Dwayne Johnson? Mais oui, bien sûr. On prend quelle voiture? En tout cas, pas celle-là. Oh, secours. Oh, merde. Agent presque secret, ou en gros, Central Intelligence avec Dwayne Johnson et Kevin Hart dans les rôles principaux. Une comédie assez conne de manière générale, mais qui fait quand même du bien. Je crois que je préfère même mieux à Ride Along 2. Alors, mais bon, ça c'est comme moi. Pour parler franchement, la mise en scène reste assez bonne de manière générale. Bon, après c'est typique d'une comédie d'action, faut pas se le cacher. Un truc marrant, c'est dans la bande-annonce justement où on voit la version enfant entre guillemets, enfin la version jeune du personnage de Dwayne Johnson où il était gros. La question que j'aimerais me poser c'est est-ce que c'est un costume ou alors c'est vraiment de la performance capture parce que et franchement si vous me dites de la performance capture, bah, c'est tellement bien fait que genre c'est tellement bien fait pour tout ce gras que j'ai presque envie de vomir mes arcs-en-ciel. Ce que j'ai dit n'a aucun sens. Enfin, soit ben ce que je veux dire, ben je n'avais pas la mise en scène qui était typique d'un comédie d'action. Les acteurs Kevin Hart et Dwayne Johnson sont convaincants, surtout Dwayne Johnson. Et merde quoi, j'ai envie de dire, je trouve que c'est un peu un fantasme que je vais dire là, mais Dwayne Johnson doit jouer Johnny Bravo. Je m'en fiche qu'il soit noir. C'est lui qu'il le faut. Il n'y a que lui. Je suis désolé, mais dans Agent Presse Secret, quand je vois dans ce film, j'avais l'impression de voir Johnny Bravo, mais en beaucoup moins égocentrique en fait. Mais c'est ça. Après bien sûr, pour Dwayne Johnson, il faudrait lui mettre des cheveux pour Johnny Bravo, mais bon, encore une fois, c'est un fantasme, voilà, enfin. Mais voilà, enfin, Central Intelligence, c'est con, mais c'est jouissif, c'est très fun, c'est assez marrant par moments, enfin, il y a des gags assez bien trouvés. Je vais pas aussi parler de certains effets spéciaux qui sont assez convaincants pour la plupart. Après, le petit problème du film, ben, c'est que ça plaira pas à tout le monde vu que l'humour est assez con de manière générale. Et aussi que voilà, c'est une enquête policière de tout ce qu'il y a de plus simple, enfin voilà. Donc voilà, enfin c'est Central Intelligence, c'est con mais c'est très jouissif, c'est à recommander et même pour s'amuser, c'est le cas.
Ave César de Ethan et Joel Cohen. Les frères Cohen si vous voulez. Alors, avec une bonne palette d'acteurs, principalement George Clooney dans le rôle principal. En gros, ce que je sais, c'est que ce film s'inspire d'un acteur qui a été enlevé, enfin tout ça. Ce que je pense du film, généralement, la réalisation elle est toujours bonne, c'est typique de Joel et Ethan Cohen. Les acteurs jouent super bien, pas de soucis. Et l'histoire passe sur une bonne idée, enfin avec la retransmission de l'époque où ils jouaient, où les acteurs jouaient à l'époque. Mais après, le petit problème que j'ai avec ce film, bon, c'est juste, ça c'est vraiment personnel, c'est juste que c'est que l'histoire, malgré la bonne retranscription, malgré que on est quand même dedans, mais elle m'a moins prise que ce que Joel et Ethan Cohen ont fait avec No Country for Old Men ou même True Grit aussi. Voilà, enfin, pour moi, enfin, voilà, j'ai vraiment peu de choses à dire sur Ave César parce que moi-même, voilà, je trouvais même que dans le film, je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose à dire, à part qu'il y avait plus de bonnes choses que de mauvaises choses, même si, mais voilà, enfin, en général, Ave César, c'est quand même assez bien, que je vous conseille quand même. Pour moi, c'est pas le meilleur, mais ça ne veut pas dire que je ne le reverrai pas un jour. Voilà, enfin. Vous vous sentez pas en sécurité en Amérique parce qu'en Amérique on dit que c'est le pays de la liberté mais soi-disant on se fait toujours surveiller. Ça c'est ce que disait Snowden. Et bien entendu, puisqu'on est dans le sujet, on va bien sûr parler de Snowden d'Oliver Stone. Alors Snowden, ça s'inspire justement de la vie de Snowden donc qui justement est celui qui a dévoilé des informations sur le fait que justement, certains services secrets de l'Amérique nous surveillent sans qu'on le sache. Et pour eux, voilà, et que justement, son action a fait de lui l'ennemi public numéro 1 des États-Unis. C'est, en général, si on regarde bien, c'est une version blockbuster, si on veut, de la vie de Snowden, ce qui est un peu bizarre vu que l'histoire en soi de la personne en question, elle est voilà, la seule chose vraiment incroyable dans cette histoire, c'est juste qu'il a piraté des informations et qu'il est devenu par la suite ennemi de l'UPI comme ça. Donc voilà, enfin, en général, ce film reprend bien les événements en général, mais après voilà, enfin c'est très blockbusteresque que ça. Voilà, enfin moi personnellement pour Snowden, enfin la réalisation de Oliver Stone est plutôt sympa. Les acteurs, Joseph Gordon-Levitt jouent bien le personnage de Snowden. Et aussi bien entendu il y a un bon éclairage aussi, en général. Mais sinon voilà, enfin le point que j'ai un peu avec Snowden c'est plus ce côté blockbusteresque, mais bon, voilà, enfin, c'est un film sympa, mais assez, voilà, enfin, à la limite si vous voulez voir un film qui explique beaucoup mieux les thématiques de ce qu'a vécu Snowden, voyez Citizen 4 et qui explique beaucoup mieux le sujet. Et aussi, pensez que 50 nuances degrés, c'était déjà un mauvais film. Ça tombe bien vu que parce que des parodies pourries, il y en a eu, et cette fois-ci c'est une parodie pourrie sur les 50 degrés qui s'appelle 50 Shades of Black. Bien entendu, tous les personnages sont des noirs, avec un Wayans dedans. On se doute bien, mais bon, ce que je veux dire sur 50 nuances de black, si on veut, c'est une parodie, mais que je trouve, le problème de cette parodie, en fait, c'est que, je veux pas dire que c'est comme Flipper et Seltzer, tout ça, mais le fait que c'est mauvais, c'est juste que, il n'a limite rien à présenter, en fait. C'est juste, on refait plus ou moins la même histoire que 50 degrés, mais sauf que
C'est juste que la plupart des scènes sont tournées en gag. C'est tout. Bon. Vous allez me dire c'est le but de la parodie, c'est vrai, mais... mais j'ai envie de dire que le problème de cette parodie, c'est que même dans ces scènes-là qui sont censées faire rire, ben, il y a peu ou pas beaucoup d'inventivité, je trouve. Parce que le but d'un parodie, c'est de savoir être inventif dans les gags. C'est un peu ce qu'étaient des films comme Spaceballs, ou la Tradition de l'espace, ou alors également Hot Shots aussi, où il y a-t-il un pilote dans l'avion. C'était un délire qui fonctionnait bien, qui était assez créatif au niveau des gags. Mais là, Fifty Shades of Black, j'ai l'impression que je sais pas, enfin c'est limite vide comme utilisant des gags. Donc voilà, enfin Fifty Shades of Black, c'est médiocre, c'est très médiocre. Je ne le conseille vraiment pas. Et cette fois-ci, on va dans un film fantastique, The Witch, qui a fait un peu parler de lui à sa sortie, disant que c'est l'un des films les plus rafraîchissants en termes d'horreur, etc., etc. J'entends beaucoup ça et lu beaucoup ça dans plusieurs films d'horreur, ce qui est parfois un peu dérangeant aussi. Quand après on voit que ces films d'horreur ne sont au final pas si excellents que ça, bon. The Witch, alors... Bien entendu, quand j'ai entendu parler de ce film, hein, c'était grâce à une bande-annonce qui durait plus de 3 minutes, qui avait beaucoup fonctionné, qui donnait un côté mystérieux, tout ça. Mais voilà, enfin, je dirais pas forcément que c'est un film d'horreur, c'est un film fantastique. C'est tout. C'est un film fantastique avec des petits éléments d'horreur par-ci par-là, qui fait bien son... Voilà. Il fait bien son taf en fait. C'est un film d'horreur épouvantable qui fait son taf. Il y a une bonne ambiance, une atmosphère si on veut. Les acteurs jouent bien, l'histoire est plutôt intéressante. Après, ça ne plaira pas à tout le monde, vu que c'est un film d'horreur assez particulier. Parce que si pour vous, un film d'horreur, c'est des tripes à l'air, c'est beaucoup de sang, c'est des trucs qui font blague comme ça, ben c'est sûr que ce film The Witch va pas être... votre tasse de thé. À la limite, je vous conseillerais les deux films que je dirai mon avis après. Pour The Witch, alors, c'est un film assez... Bien entendu, ça a été un ovni pour certains critiques à critiquer. Il y en a qui ont dit que c'était génial, d'autres qui disaient que c'était de la merde, d'autres qui étaient... Voilà. Moi, pour le coup, je dirais que c'est un bon film, fantastique du moins, excellent film, mais je sais que ça ne plaira pas à tout le monde. The Other Side of the Door, qui parle justement d'une fille qui a perdu son fils et que justement sans exprès pour essayer de retrouver son fils a décidé de ouvrir la boîte de Pandore, une porte donc qui libère toutes les âmes et que maintenant les âmes, ce qu'ils font, elles essayent de la tuer, tout ça. Si en soi l'idée paraît plutôt bonne pour un film d'horreur, c'est au final, je trouve, pas assez effrayant ça. Il y a des petites idées comme ça qui peuvent fonctionner, mais sinon, c'est très plat en fait. Pour vous voir les acteurs alors, les acteurs en général, c'est presque l'équivalent comme je vois dans la plupart des films d'horreur que j'ai vus récemment, à savoir, soit ils ne jouent pas, ou soit ils jouent mal, ou soit ils surjouent. Et c'est parfois fantastique à quel point il y a des moments où les acteurs ne sont pas convaincants. La mise en scène, bon, c'est bancal. Il y a des petites idées au niveau du cadre, mais ça reste bancal quand même. Les effets, alors parlons des effets alors. Les effets, pour le coup, je pense que c'est l'un des seuls bons points de ce film en gros. Et c'est que la plupart des trucages et également... pour les spectres, c'est assez bien choisi. Mais après, voilà, si c'est pour sauver The Other Side of the Door du désastre, parce que le scénario... Parce que voilà, dit comme ça, ça va avoir une bonne idée, mais au final, ça devient un film d'horreur comme on a vu depuis longtemps. Donc voilà, The Other Side of the Door, c'est...
c'est bancal. Et c'est pas excellent non plus. The Boy, un autre film d'horreur donc dans cette fois-ci avec un enfant sous forme de poupée que une jeune femme doit s'en occuper. Et il y a des trucs bizarres qui arrivent, tout ça. Donc The Boy, alors The Boy, quand j'ai vu quand j'ai vu la bande-annonce, j'attendais pas grand-chose, je savais que ça n'irait pas très haut, mais j'ai essayé d'aller voir pour voir. Et tout comme la bande-annonce, ben, ça ne vole toujours pas haut. Toujours des bonnes idées, que ce soit au niveau du thème, au niveau de l'histoire, etc. T'as des passages qui ont des idées pour le blapper, mais encore une fois, c'est toujours aussi bancal, c'est oubliable, c'est tout ça, tout ça. Parce que, franchement, The Boy, déjà quand une bonne majorité du film est bancale et qu'après le final est en total désaccord avec ce qui se passe dans les autres parties, là il y a vraiment un problème. En gros, ce boy, il passe d'une poupée à finalement un être humain avec un masque. Comment détruire toute la créativité dans ton film, enfin. Même les acteurs, ben voilà, enfin, je trouvais que c'était juste pas extraordinaire non plus, enfin. Je dis, ils ne sont pas mauvais, mais ils sont juste pas extraordinaires. Voilà, enfin, The Boy. Alors, The Boy, ben, c'est assez vide comme film. C'est juste vide. Voilà, enfin, un film d'horreur vide, c'est tout. Et cette fois-ci, on va parler d'une petite surprise que je ne savais pas. Enfin, j'attendais pas vraiment grand-chose du film. Ouija, Origin of Evil de John McCagan, réalisateur de Oculus et de Before You Wake, qui est deux films d'horreur aussi. Mais bon, Oculus, je dirais que c'est plus un film fantastique que vraiment un film d'horreur. Donc, Ouija, Origin of Evil, ben, déjà pour commencer, ce qui m'a surpris dans ce film, c'est le côté un peu rétro de l'histoire. Enfin, Ouija, enfin le premier du nom, c'était vraiment dans un côté vraiment teenage movie, et teenage movie vraiment merdique, soit en termes de mise en scène, d'histoire et tout ça. Je vais pas non plus refaire un dessin sur ce film parce que tout le monde a dit que c'était mauvais sur Ouija, une grande majorité du moins. En plus de ne pas être effrayant, ben, il ne procure aucune ambiance, rien. Pour ce deuxième volet, ben, c'est plus une ambiance. Il y a une ambiance rétro, enfin, années 60, tout ça. Là, pour le coup, Ouija utilise beaucoup, Origin of Evil utilise beaucoup plus l'idée de la possession, ce qui marche beaucoup mieux que dans le premier où c'était vraiment les fantômes qui sortaient de je ne sais où, comme ça, et que c'est seulement avec le Ouija qu'on peut les voir. Voilà, moi je trouvais que c'était un peu léger comme ça. Pour le coup, ce film fonctionne dans ses idées de mise en scène, d'ambiance, et aussi sur les jumpscares entre guillemets. Il met un jumpscare entre guillemets parce que c'est pas vraiment facile de dire que c'est purement du jumpscare, mais bon. Puis parlons maintenant des acteurs. Alors, j'ai parlé un peu de la mise en scène, de ce côté rétro, tout ça. Les effets, bon, c'est plus ou moins bien en général. Les acteurs en général, ils jouent en général assez bien. C'est même l'enfant qui est possédé, et il joue plutôt bien, même surtout quand elle est possédée aussi. Par contre, si j'ai quand même un petit reproche à donner à Ouija Origin of the Evil, bon, c'est un petit peu cette volonté de faire ça au premier volet, mais bon d'un autre côté,
j'ai l'impression que c'est plus un mal pour un bien finalement. Et le deuxième truc que j'ai à reprocher, c'est la fin qui est typique d'un film d'horreur. Comme on ne sait pas terminer, ben bam, un mec doit mourir. Bon, Ouija Origin of Evil, ben, au final, ben, c'est plutôt surprenant. C'est pas non plus le film d'horreur d'année non plus. Mais voilà, il fait plutôt bien son taf. Par contre, le film d'horreur cette année, c'est sans nul doute Conjuring 2, le cas Enfield. Toujours réalisé par James Wan, après qu'il a réalisé Fast and Furious 7, et également produit Annabelle, qui était un gros pétard mouillé, si je me souviens bien, et qui va bientôt produire Annabelle 2, en espérant bien sûr qu'il va rattraper le niveau, enfin, j'espère. Donc, Conjuring 2, là où je reprochais à plusieurs films d'horreur que voilà, il n'y avait pas d'ambiance, qu'il n'y avait pas d'ambiance, qu'il y en avait une ou qu'il n'arrivait pas à faire peur ou tout ça. Ben là, pour ce Conjuring 2, c'est tout l'inverse. C'est stressant, c'est très imagé, c'est très créatif au niveau de ses jumpscares, et les acteurs jouent bien, les effets spéciaux sont assez bien pensés, et l'histoire est vraiment impressionnante. Et je crois même que je préfère Conjuring 2 au premier Conjuring, mais bon, ça c'est personnel. Après, ce qu'on peut reprocher au film, ben, c'est si vous n'êtes pas habitué à ce genre de film d'horreur, ben, ça sert à rien de le voir. Oui, parce que Conjuring c'est un cas assez particulier quand même. Bon, voilà, enfin pour moi, Conjuring 2, je trouve que c'est vraiment aller le voir, il est stressant, il est intéressant, il est très bien réfléchi dans sa mise en scène, et bien entendu ça prouve que James Wan est très à l'aise dans la film d'horreur. Après reste à savoir qu'est-ce qu'il va faire en tant que mise en scène pour Aquaman, mais ça il faudra attendre. Et dire que Seth Graham Smith était censé être celui qui devait réaliser The Flash. Et quand on sait que c'est lui qui a scénarisé Abraham Lincoln, Chasseur de vampires, qui est l'un des nanars les plus rigolos que j'ai jamais vu. Là pour le coup, il a scénarisé Pride and Prejudice et Zombie. Mon Dieu que ce film est con. En gros, ben c'est des zombies en pleine période des temps modernes. Style Louis XIV, tout ça. Enfin, vraiment dans cette période où la noblesse était... voilà. Ben, et sincèrement, ce film, il est con. Mais il est extrêmement con, ce film. Déjà, enfin... déjà, l'idée de mettre des zombies dans cette période-là, faut le faire. Et en plus, les actrices et les acteurs, ils sont pas convaincants. Les effets spéciaux, pour la plupart, voilà, enfin, ils sont oubliables. La mise en scène peu inspirée. À la limite, ils sont inspirés. J'aurais pu laisser passer que ce soit complètement con, mais là, voilà, enfin, même celui-là, j'ai peu de choses à dire tellement ce film, il m'a laissé peu de souvenirs et tellement c'était con. Voilà, enfin, Pride, Préjudice et Zombie, c'est con. Et même le côté fun, voilà, enfin, c'est tellement nanardesque qu'il vaut mieux ne pas trop s'en approcher. Surtout au premier degré. À voir au second degré. Surtout.